Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux personnes qui sont présentes dans la salle médiathèque Paul Zec de l'Université Lyon 1. Bonjour aux personnes qui sont avec nous en ligne. Et le sujet des débats du campus d'aujourd'hui, c'est celui de la santé mentale des jeunes. Donc c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, mais qui peut-être est un peu négligé. Et donc, c'est une bonne chose que la bibliothèque universitaire ait pris l'initiative d'organiser ce débat aujourd'hui pour traiter de cette question de la santé des jeunes aujourd'hui, de la santé mentale notamment. On va avoir un panel assez riche de personnes qui vont intervenir. Donc, Sophie Schletter, qui est chercheure au laboratoire de recherche en santé publique, le laboratoire Reshape, et puis Donata Maha, qui est psychiatre, qui est spécialiste et engagée dans ces sujets de santé mentale des jeunes et notamment des étudiants. Et puis Laura Menou, qui va commencer cette table ronde. Laura Menou, vous êtes infirmière au centre de santé universitaire. Peut-être vous allez présenter un peu aussi vos fonctions. Vous êtes une porte d'entrée un peu dans la question de la santé, notamment des étudiantes et des étudiants. Et on va vous donner la parole pour commencer. Donc ce débat, il va se dérouler avec une série de prises de parole, donc des grandes expertes que j'ai présentées à l'instant. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange. N'hésitez pas à préparer vos questions à l'avance. Et pour ceux et celles qui sont en ligne, eh bien, préparez-les aussi. On prendra vos questions avec plaisir et intérêt. L'idée, c'est qu'il y ait de l'interactivité sur ce sujet important. Laura, on vous donne la parole. Bonjour, donc moi je suis Laura Menou, donc infirmière au service de santé étudiant de Lyon 1 sur le campus de Rockefeller, donc juste à côté. Et donc moi je viens pour vous faire un état des lieux du service de santé étudiant, enfin dans le cadre de la santé mentale des jeunes, et qu'est-ce que nous on remarque en tant que professionnels de santé au sein du service, comment on accompagne et qu'est-ce qu'on met en place en fait dans le cadre, sur ce sujet-là qui est un sujet, comme le disait, important au sein de l'université. Donc je vais faire une petite présentation du service. Donc comme je vous disais, faire l'état des lieux, faire un retour de terrain. Montrer que le renforcement des compétences est nécessaire pour les professionnels de santé pour accompagner ces étudiants. Et puis faire un point aussi sur un axe qu'on a au sein du service, c'est la promotion à la santé, avec les dispositifs et les ateliers qu'on a pu mettre en place sur ces dernières années. Donc, le service de santé étudiant, il a pour principale mission la promotion à la santé et le soin. La promotion à la santé nous permet en fait de faire des actions de prévention collective et individuelle par le biais d'actions de sensibilisation diverses sur les différents campus, Lyon Sud, le campus de la Doua, le campus de Lyon Est. Et on fait aussi des groupes thérapeutiques, des groupes thérapeutiques, des ateliers. Et je parlerai un peu plus tard du dispositif des étudiants relais santé. Et puis l'autre axe, c'est le soin, donc vraiment des consultations de médecine générale, de gynécologie, de psychiatrie, des consultations infirmières, des consultations de psychologie. Les étudiants peuvent bénéficier de différents soins d'infirmiers, de prise de sang, vaccination et autres. Et tous les médecins du service peuvent être des médecins traitants. C'est un centre de santé qui est dédié aux étudiants, du coup. Et depuis l'année dernière, depuis septembre 2025, on a une équipe mobile composée d'une chargée de projet, une infirmière et une psychologue qui se déplacent sur les différents sites éloignés de Lyon 1. Il y en a 18 en tout, en fait, sur toute la hors métropole de Lyon, en fait, finalement. Donc l'état des lieux, c'est un état des lieux en lien avec les consultations qu'on a pu faire en 2024-2025. On a fait environ 14 000 consultations, tous professionnels de santé confondus sur l'année. Les médecins, elles sont 7. Et donc sur les médecins, il y a eu 3382 consultations de médecine générale. La médecine générale, globalement, c'est le besoin des étudiants quand ils viennent, c'est la santé mentale.
On parle de médecine générale, mais c'est de la santé mentale la plupart du temps qu'elles prennent en charge. Dans ces 3382 consultations, il y a 2062 suivis. Et une des spécificités des médecins au sein du service, c'est aussi de faire les demandes d'aménagement en lien avec les études et les examens. Et dans ces demandes d'aménagement, il y avait 277 étudiants et étudiantes qui avaient des aménagements pour troubles psychiques. Voilà, c'est 23% des demandes de ces aménagements-là. Sur l'équipe infirmière, donc nous on a différentes missions, le contrôle vaccinal, la promotion à la santé et les entretiens infirmiers et d'écoute. Et donc sur les entretiens infirmiers, on a fait 770 entretiens de première écoute sur l'année 2024-2025. On a 128 suivis et donc dont 38 suivis Priorétu. Priorétu, c'est un dispositif spécifique qui va un peu être modifié sur la prochaine année universitaire, mais qui se permet de repérage des premiers épisodes psychotiques et qui est en collaboration avec le centre hospitalier du Vinatier, un service du centre hospitalier du Vinatier. Et donc on a une infirmière dédiée sur ces suivis-là. Les psychologues ont fait 2814 consultations sur l'année 2024-2025. Nos médecins psychiatres en ont fait 508. On a 2 médecins psychiatres qui viennent le jeudi sur une journée et demie en tout. Voilà. Et puis on a des prestataires en santé qui viennent aussi sur l'année. Donc on a un sophrologue qui a fait 496 consultations. Une personne qui faisait des massages bien-être qui a fait 274 consultations et une diététicienne formée aussi sur les troubles du comportement alimentaire et qui du coup a fait 207 consultations sur 2024-2025. On n'a pas encore les chiffres pour 2025-2026. Voilà à peu près sur l'état des lieux de nos consultations. Au niveau du retour de terrain, en fait, j'ai demandé à mes collègues quelles problématiques elles pensaient qu'on rencontrait le plus au sein de nos consultations. Et donc, on a fait un petit état des lieux de ces différentes problématiques et ce qui représente en gros tous ces petits points. Donc, les besoins, c'est souvent liés au stress lié aux études, du stress chronique, de l'isolement social, des troubles neurodéveloppementaux, de l'anxiété, de la dépression, des troubles de la personnalité, une altération de la confiance en soi, des dysrégulations émotionnelles, des troubles du sommeil, des psychotraumatismes et du stress post-traumatique, de l'altération de l'estime de soi, des addictions notamment aux écrans et des troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est en majorité ce qu'on peut retrouver quand on fait nos recueils de données, nos anamnèses chez les étudiants qu'on rencontre. Bien sûr, il y a d'autres problématiques, mais voilà, c'est ce qui est ressorti en tout cas de tous nos collègues au sein du service de santé étudiant. C'est un retour de terrain, savoir expérientiel. Et en termes de renforcement des compétences, on a cette chance en fait de pouvoir avoir une professionnalisation continue au sein du service. Et donc ces dernières années, ça c'est pas sur l'année entière, mais en tout cas depuis 4 ans à peu près, on se forme et on continuellement en équipe et soit en équipe générale, donc où on a pu se former sur l'accueil des personnes transgenres, sur l'ethnopsychiatrie, sur les entretiens motivationnels, la prise en charge de troubles de comportement alimentaire, les addictions. Et en individuel, on fait aussi des formations pour monter en compétences sur l'accompagnement en fonction des demandes en fait, qu'on retrouve chez les étudiants. Donc, cette année, on a une de nos médecins qui se forme en psychiatrie, une qui se forme en addictologie, une autre sur le sommeil. On a régulièrement refait des formations sur l'évaluation de la crise suicidaire. On a eu aussi, moi je me suis formée sur la santé des personnes transgenres parce qu'on a des demandes aussi, c'est de plus en plus de demandes auprès des étudiants. La question de la santé et de l'éco-anxiété aussi, c'est parfois un sujet qui revient, donc on a un collègue qui s'est formé. On a une collègue qui est formée sur la sophrologie, les massages. On a aussi une collègue qui se forme sur la santé sexuelle parce que ça reste un sujet aussi qui peut impacter la santé mentale, et nos collègues psychologues qui se forment en addicto, sur les techniques de retraitement du trauma, le MDR, sur différents niveaux, et d'autres techniques de psychothérapie, la thérapie des schémas, l'ICV. Voilà. Et donc ça, c'est une opportunité qu'on a au sein du service de pouvoir avoir cette professionnalisation qui est nécessaire en fait, pour accompagner au mieux ces étudiants. Et dans cette démarche de renforcement des compétences, on a aussi une fois par mois une séance d'analyse de la pratique, du coup en équipe entière.
On fait des réunions pluridisciplinaires une fois par semaine avec nos médecins psychiatres et toutes professionnels et sites confondus pour pouvoir aussi échanger sur le parcours de soins et la coordination de soins pour les étudiants et étudiantes qu'on accompagne. Et on en fait aussi une par site parce que forcément les étudiants qu'on accompagne en règle générale on les oriente plutôt sur le site sur lequel on est, parce que pour une question de facilité pour eux en fait de rencontrer les professionnels sur leur site d'études et ne pas avoir à se déplacer, parfois faire 45 minutes de transport, ça peut être contraignant pour elles et eux. Voilà. Et sur les questions de promotion à la santé, on met en place différents dispositifs et différents ateliers sur les différentes années. Donc on a le dispositif des étudiants relais santé qui existe depuis 2019. En fait, c'est des étudiants et des étudiantes qui sont embauchés par le service de santé étudiant et qui font le relais entre les professionnels de santé et les thématiques de santé qu'on met en place, donc santé mentale, santé sexuelle, addiction, et par le biais de stands de prévention toutes les semaines sur tous les sites. Il y a des stands où ils abordent ces sujets de manière finalement ludique avec un principe de pair à pair. Voilà, l'équipe est à peu près composée entre 10 et 14 étudiants et étudiantes. Et ça leur permet, voilà, ils font à la fois ces stands, à la fois ils font des diffusions sur les réseaux sociaux. Ils créent en fait pas mal de choses. Cette année, ils ont, j'en parlerai un peu plus tard, mais créé une trousse de secours en santé mentale. Ils ont créé un espace pour lutter contre l'isolement, une fois par mois, une soirée pour lutter contre l'isolement des étudiants. Voilà. Après, on a ce dispositif dont je vous ai parlé tout à l'heure, Prioritu, qui permet vraiment de structurer le parcours de soins dédié aux étudiants qui subissent des premiers épisodes psychotiques, en lien avec le service, un service hospitalier du Vinatier. Et puis les premiers secours en santé mentale, dont vous avez probablement déjà dû entendre parler. On a plusieurs professionnels du service qui sont formés et qui proposent du coup une fois par mois une séance de formation sur les premiers secours en santé mentale destinée aux étudiants et aux étudiantes. Et enfin, pour finir, les actions qu'on propose du coup de manière annuelles qui sont renouvelées. Donc on a la médiation animale qui a lieu d'ailleurs actuellement en amphiphysique. On a des groupes de parole à destination des doctorants et des doctorantes. On a différentes thématiques sur les groupes de smartphone détox qui permet en début d'année de décrocher du téléphone pour mieux appréhender la rentrée et l'année universitaire. On a un groupe sur comment prendre la parole, comment avoir confiance en soi, sur l'affirmation de soi, en lien avec la théâtre-thérapie, des séances de yoga, des ateliers d'écriture thérapeutique. En tout cas, voilà, on développe beaucoup de groupes pour travailler sur les thématiques que je vous ai mis en avant dans un premier temps, avec tout ce qui est affirmation de soi, estime de soi, gestion du stress, qui peuvent se faire en fait dans un travail de groupe. Depuis 2 ans, on a aussi un étudiant alternant qui est avec nous et qui propose des parcours d'activité physique adaptée. Cette année, il a fait 2 parcours de 12 séances proposés sur les campus de Douai et de Lyon-Est, qui avait permis d'accompagner en gros 22 étudiants. C'est des étudiants, du coup, comme c'est de la pratique adaptée, c'est des étudiants la cible, c'était surtout les étudiants qui avaient des problématiques de santé mentale et de troubles psychologiques. Et donc, il y travaille aussi sur le projet de maison sport santé qui devrait voir le jour sur le campus de la Douai et aussi sur Lyon-Est dans quelques années. Et enfin, sur ce qu'on a pu proposer, mais qui n'est pas forcément renouvelé sur 2024, 2025, 2026, c'est voilà, des conférences en lien avec l'alimentation, sur les retours de stage. Les étudiants en santé sont preneurs de ces analyses de la pratique que nous, on fait pour eux aussi. Des sessions flash de sophrologie pour préparer aux examens. Depuis 2 ans, on propose aussi des ateliers d'initiation à la gestion du stress pour les PASS et les étudiants de l'ISTR à Lyon-Ouest sur demande de leur référent pédagogique. On essaye de lutter aussi contre la précarité, et notamment la précarité menstruelle, en faisant des distributions de culottes menstruelles. On a fait des séances d'équi-coaching, des week-ends bien-être, des groupes de parole pour des étudiants originaires de pays en conflit. On essaie de suivre l'actualité. Des ateliers d'éducation thérapeutique à destination des étudiants en France, des formations sur la dictologie, et voilà, des bibliothèques vivantes en lien avec, pareil, un service
du centre hospitalier du Vinatier qui s'appelle Zest, qui permet en fait de faire du pair à pair aussi avec des personnes concernées par un trouble. Là, cette année, c'était sur le trouble du spectre autistique. Et donc, de pouvoir venir échanger avec ces personnes-là dans un cadre bienveillant qui s'appelle les bibliothèques vivantes. C'est un dispositif spécifique. Et donc, cette année, le gros projet qu'on a fait, c'est la trousse de secours en santé mentale. C'était vraiment l'idée, c'était de promouvoir le bien-être des étudiants avec des outils accessibles et concrets. Et en fait, les étudiants, ils sont quand même en demande justement d'outils concrets pour aller mieux. Ils n'ont pas forcément parfois le temps justement de venir en psychothérapie, de venir en consultation. Et donc, on a fait ce projet-là en collaboration avec le service de santé étudiant et les ERS. Et cette année, on a fait du coup 5 stands de distribution avec 360 trousses qui étaient distribuées sur 3 sites. Dans cette trousse, il y avait en gros des cartes un peu besoin avec des conseils derrière pour dire, bah voilà, vous avez besoin de calme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez besoin, les étudiants choisissaient les besoins, besoin de sommeil, qu'est-ce que je dois faire ? Choses-là, avec des balles anti-stress, des outils de régulation du stress, des carnets des émotions, plein de petites choses qu'ils pouvaient choisir. On espère pouvoir renouveler ce projet l'année prochaine. Mais ça, en tout cas, les étudiants étaient satisfaits et contents de ce projet-là. C'était un petit succès cette année. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laura Menou, de nous avoir présenté toutes ces initiatives, ces actions, ces outils, ces ressources concrètes pour les étudiants. Je trouve que ça témoigne aussi si vous inventez autant de choses, c'est probablement qu'il y a beaucoup de besoins et aussi une très grande diversité de besoins chez les personnes que vous accueillez au centre de santé universitaire. Donc, on va essayer maintenant de comprendre un petit peu les facteurs et aussi comment ajuster ce que dit aussi la recherche pour ajuster les ressources qui sont mises à disposition des étudiants et les constats qu'on fait sur leur santé mentale. Alors, je laisse la parole à Sophie Schlatter, donc du laboratoire Reshape. Donc bonjour à tous et à toutes, merci pour l'introduction, merci pour le premier topo et puis merci pour l'invitation. Donc moi je vais vous parler des jeunes, des études exigeantes et de la santé mentale. Et juste avant, je vais présenter l'équipe. Et donc nous, une équipe de chercheurs et d'étudiants, on travaille sur le bien-être et la réussite des étudiants universitaires. Donc on travaille vraiment avec les étudiants et pour les étudiants. Et donc, on s'intéresse en particulier aux étudiants universitaires qui sont considérés comme une population à risque. À risque, pourquoi ? Parce que lorsque les étudiants passent du passage lycée à l'université, il y a des modifications importantes, notamment en termes de charge de travail, mais aussi souvent une modification du départ du domicile familial, qui va engendrer des modifications dans l'organisation de vie des étudiants et qui va engendrer des difficultés plus importantes à adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire d'adopter des comportements de santé qui soient adaptés. Et donc, dans ces étudiants universitaires, on s'intéresse à 2 populations particulières qui sont les doctorants. Donc, les doctorants, c'est les études universitaires après licence, master, doctorat, et les étudiants en médecine. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à eux en particulier ? C'est que chez ces étudiants, on attend d'eux qu'ils atteignent des hauts niveaux de performance élevés, puis il y a une attente sociale donc on peut avoir vis-à-vis de ces étudiants-ci qui sont très fortes. Et donc, ils doivent essayer de répondre à ces attentes sociales avec une pression constante pour la réussite. Et parfois, il semblerait que le soutien institutionnel pour accompagner ces étudiants lors de leur séjour académique soit insuffisant pour promouvoir leur bonne qualité de vie. Je vais partager avec vous un passage d'un article scientifique publié dans Nature qui parle d'un doctorant. C'est un doctorant qui s'exprime, qui est un doctorant espagnol. Ça peut montrer que la problématique n'est pas uniquement française, qui s'exprime sur ses ressentis et qui dit « La thèse de doctorat, c'est un long passage. Et à un moment donné, tu vas te sentir misérable. Mais sache que ça le vaut. » Donc ça, ce sont ses propres mots. Et donc là, ça amène plusieurs questions. La première question, c'est que, apparemment, c'est une obligation de se sentir mal pendant ses études. Et en plus de ça, on voit qu'il y a une forme de normalisation de la souffrance. C'est OK de souffrir. Ça fait partie du parcours. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est son ressenti. Et donc, les difficultés, elles peuvent provenir notamment
difficultés à maintenir un mode de vie sain et donc des difficultés sur les comportements de santé. Et donc les comportements de santé, je vous propose ici une définition. Ça va être un ensemble de comportements qui vont impacter directement la santé mentale, la santé physique, mais aussi la santé sociale. On en a parlé juste avant, où il y a des difficultés pour les étudiants. Donc ça va englober plusieurs types de pratiques, l'hygiène de vie, la gestion du stress, les habitudes alimentaires, l'activité physique, la sédentarité, le sommeil, etc. Donc on va avoir un impact de ces comportements directement sur la santé. Et dans le cadre des projets qu'on mène, on se pose aussi la question si les comportements de santé vont avoir un impact sur la performance académique, soit de manière directe, des comportements de santé vers la performance, soit au travers du prisme de la santé. Ok, si j'ai une santé détériorée, est-ce que je vais être apte à toujours performer? On se pose ces deux questions. Et donc on s'intéresse en particulier à 3 domaines, l'activité physique et la sédentarité, la gestion du stress et le sommeil et la fatigue, que je vais vous présenter brièvement. Sur l'activité physique, on est des chercheurs, donc on a une boîte à outils pour mesurer et donner des retours individuels aux étudiants sur leur pratique d'activité physique. Et donc dans cette boîte à outils, on a différents types d'outils, des questionnaires qui sont des questionnaires validés pour évaluer le niveau de pratique d'activité physique. Mais aussi, on leur fait passer des tests de conditions physiques, comme vous avez ici des photos où les étudiants, on va leur faire courir, donc des tests d'endurance. Vous avez peut-être des souvenirs au lycée, c'est le test de la navette ou du bip-bip. Généralement peu apprécié pour certains, en tout cas moi j'aime bien. Et il y a des tests ensuite de puissance. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire avec eux un bilan sur leurs tests de conditions physiques. Et puis on a des marqueurs qui sont plus relatifs à leur comportement habituel, c'est-à-dire globalement la journée, qu'est-ce qu'ils font. Et donc là, on peut mesurer avec différents types de matériel, notamment des accéléromètres. Je sais pas, je vois pas vos poignets, mais ça, parfois parmi vous avez des Garmin ou des montres connectées qui vont vous donner des métriques sur votre quantité de pratique d'activité physique, vos vitesses de course, etc. Et donc en science, on utilise des choses qui sont basées sur la même technologie, sauf qu'elles sont validées. Et donc ça nous permet de déterminer la quantité de mouvement généré, en général mesuré au niveau du poignet, qu'un individu réalise durant sa journée. C'est ce que vous observez ici. Le terme scientifique, c'est boot, mais finalement, peu importe. C'est les barres noires. Et chaque barre noire, c'est une quantité de mouvement. Et vous voyez ici, c'est un enregistrement sur une journée. L'individu, là, il y a beaucoup de mouvement. C'est très noir et c'est très haut. C'est une pratique d'activité physique. Il est en mouvement. À l'inverse, ici, on voit qu'il y a peu de mouvement et c'est plutôt une activité sédentaire. Donc, ça va nous permettre de mesurer objectivement les comportements d'activité physique et de sédentarité pour les étudiants. Et justement, est-ce qu'il y a des problématiques? Eh ben oui, on a des problématiques importantes. Chez les doctorants, c'est 50% qui vont passer plus de 8 heures sédentaires par jour. Et chez les étudiants en médecine, on est à 11h30 par jour. Ça, c'est des données objectives récoltées au sein de l'université. Donc 11h30 par jour. Pour vous donner un avis, on est le seuil de 7 heures est déjà considéré comme élevé, comme étant très à risque pour la santé. On pense forcément aux activités de type travail universitaire. Généralement, on va quand même travailler de manière assise. Mais il y a aussi les activités de loisirs, comme par exemple regarder les écrans. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la sédentarité, elle va être associée avec un déclin de la santé mentale. Et là, je vais vous accompagner un peu dans la lecture de ce graphique-ci. Vous avez ici le temps de sédentarité, donc 1 heure par jour jusqu'à 8 heures par jour, et la prévalence de symptômes dépressifs. Et vous voyez qu'il y a une association, c'est-à-dire que plus les personnes vont être avec un niveau de sédentarité important, plus elles vont être à risque de présenter des symptômes dépressifs. Côté activité physique, vous avez parlé de la sédentarité, mais il y a la pratique d'activité physique. Et donc là, on a un constat qui est aussi alarmant. 62%, et c'est à peu près le même chiffre, c'est les étudiants en médecine et les doctorants qui sont en dessous des recommandations, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas assez d'activité physique par rapport aux recommandations de l'OMS. Et ça a aussi une association avec la santé mentale, étude qu'on a réalisée au sein de Lyon à nouveau. Je vous explique et je vous accompagne dans la lecture de ce graphique. Chaque point est un individu. Vous avez ici le niveau de pratique d'activité physique. Et ça, c'est important à comprendre. L'activité physique, c'est pas l'activité sportive. C'est juste l'activité physique. Donc, ça va être tous les déplacements. Dedans, on va avoir les tâches ménagères, le jardinage, simplement les déplacements. Et en plus, on va avoir l'activité sportive, mais qui est une petite partie de l'activité physique. Et puis ici, vous avez les niveaux de stress que les étudiants ressentent juste avant l'examen. Et ben, ce que vous observez ici, c'est que plus les étudiants pratiquent de l'activité physique, moins ils ont un niveau de stress élevé. Donc l'activité physique va être protecteur vis-à-vis de la gestion du stress.
Un autre problème important qui a été souligné par la présentation précédente du SSE, c'est avec des problématiques relatives au sommeil. À nouveau, je vous présente très rapidement la boîte à outils du chercheur. On va utiliser des questionnaires, des agendas du sommeil et l'actimétrie que je vous ai présenté. Je vous ai dit ici, c'est une course à pied. Là, c'est une activité sédentaire. Et ici, c'est du sommeil. Okay, vous voyez que le nombre de boots, donc la quantité de mouvement, est très réduite sur ces parties-ci, ce qui nous permet d'objectiver le temps passé réellement à dormir par nuit pour les individus. Et donc, on a des perturbations du sommeil qui sont importantes. Chez les doctorants, en moyenne, c'est 6 heures de sommeil par nuit. Chez les étudiants en médecine, on est à 6h30 de sommeil par nuit ou par jour, parce qu'on peut compter les siestes aussi. En général, on compte par jour, 6h30. Pour cette catégorie d'âge, c'est entre 7 et 9 heures, les recommandations. Donc, on voit qu'on est à on est à plus d'une demi-heure d'écart par jour. Faites le calcul sur une semaine, faites le calcul sur un mois et faites le calcul sur des études qui sont longues, à plus de 5 ans d'études, très largement. Vous imaginez que le déclin de qualité de vie qui va être engendré va être très important. Donc, il y a un enjeu autour aussi du sommeil. Et il y a un enjeu important aussi parce que le sommeil va être associé à un déclin de la santé mentale. Si vous présentez de l'insomnie ou des perturbations du sommeil, vous allez être à risque d'avoir plus de ressentis de fatigue, avec des difficultés d'apprentissage et de concentration qui vont être plus importantes, une augmentation du stress et de l'inquiétude et un déclin de la santé mentale qui lui-même va engendrer un déclin du sommeil. Donc finalement, il va vraiment falloir essayer de couper cette chaîne. Et le dernier point, ça va être le stress. On fait tout de suite plus le lien avec la santé mentale, mais j'espère que vous avez pu voir qu'il y a un lien entre santé mentale et autre type de comportement de santé. Le stress, la boîte à outils, des questionnaires, mais également des mesures qu'on dit physiologiques, qui vont être plutôt des marqueurs objectifs. Il y a certains individus qui vont avoir plus de difficultés à mettre des mots sur leur ressenti de stress, qui vont pas forcément le ressentir, mais avec des marqueurs objectifs, on peut réussir aussi à avoir un ensemble de paramètres intéressants. Et donc chez nos étudiants, effectivement, je pense que je vous apprends rien et on le voyait, c'était en haut de ta diapositive tout à l'heure, c'est que les niveaux de stress, d'anxiété, stress chronique restent très importants. Chez les doctorants, ils ressentent plus de stress que les autres étudiants. Et chez les étudiants en médecine, on a 74% d'entre eux qui sont soit en stress modéré, soit en stress élevé. D'autres chiffres importants, cette fois-ci, stress et santé mentale. 52% des étudiants en médecine, ici c'est une étude mondiale. Okay, donc là, c'est des chiffres qui sont à l'échelle de la planète. 52% qui présentent de l'anxiété, 18% de burn-out et 25% d'idées suicidaires. Okay, 25%. Présente quand même des chiffres. Pour les doctorants, c'est pas mieux. Il y a beaucoup moins d'études, mais je vous en ai trouvé une dans Nature à nouveau qui montre l'augmentation des prescriptions pour diagnostic de pathologie mentale. Et ici, c'est le début de la thèse. En général, une thèse, ça dure 3 ans, de 3 à 4 ans. Et on voit qu'au moment du début de la thèse, il y a une augmentation des prescriptions. Et donc, dans l'article, ils expliquent qu'il peut y avoir un lien entre déclin de la santé mentale et réalisation des études de doctorat. Je vous ai dressé un portrait un petit peu noir, finalement, mais c'est quand même important de remettre des chiffres vis-à-vis d'une réalité qu'on connaît. Et donc, il faut parler de santé mentale, il faut essayer de trouver des nouvelles solutions, être nombreux acteurs à travailler ensemble pour promouvoir cette qualité de vie et essayer d'améliorer les conditions pour les étudiants. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir participer aujourd'hui à ces débats. Et donc, on doit aller du problème aux solutions. On ne peut pas uniquement aller quantifier cette problématique. Et dans les quelques minutes qui restent, je vais vous présenter une des solutions qu'on a réfléchi localement, qui est le programme PROMESS, comme Preventive Remediation for Optimal Medical Students. Et la première étape de ce projet, c'était de se questionner tous ensemble sur quelles sont les problématiques, quels sont vraiment les problèmes des étudiants, notamment à prendre en charge leur qualité de vie. Et pour ça, on a fait des groupes, un groupe avec des étudiants en médecine, et un groupe avec des membres universitaires, notamment des membres du SSE, et aussi des étudiants relais santé qui ont été présentés juste avant. Et donc ici, on a discuté tous ensemble sur quel est le déclin, quelles sont les raisons du déclin de qualité de vie que vous avez ici. Et il y a 3 grandes causes qui ont été pointées du doigt. Les facteurs personnels, là je ne rentrerai pas dans le détail, mais si vous voulez, on pourra en discuter après. Des facteurs environnementaux. Et puis, il y a une difficulté à maintenir des bons comportements de santé. 4 domaines qui sont revenus de manière récurrente.
le stress, le sommeil, l'activité physique et aussi la nutrition. Côté des professionnels de santé, ils nous ont donné à peu près les mêmes réponses, sauf qu'en plus de ça, ils nous ont dit qu'il y avait des particularités chez nos étudiants en médecine et qu'il y avait des problématiques d'utilisation de drogue. Mais finalement, ce qu'on voit de commun pour les deux populations, c'est qu'il y a des besoins d'aller accompagner les étudiants sur le stress, le sommeil et l'activité physique. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est que pouvons-nous faire face à ce constat? Et on a réfléchi tous ensemble autour de la table sur qu'est-ce qu'on peut co-construire pour les étudiants qui soit accessible, qui soit efficace et qui soit mobilisable. Et donc ce qui a été décidé, c'est de créer ce fameux programme Promesse sur 3 modules, le stress, le sommeil et l'activité physique, et qui seraient des séances d'accompagnement individualisées entre un étudiant et une personne qualifiée. Sur le module stress en détail que je vais vous présenter, il y a 3 sessions, et ces sessions, elles sont toujours organisées de la même manière. Et ces sessions, elles reposent sur du peer coaching. Et ça, c'est très important pour les étudiants, et c'est l'une des raisons pour laquelle je pense que ça fonctionne bien, c'est que ça va être des étudiants qui sont plus expérimentés dans le cursus, par exemple des étudiants en médecine qui vont être internes, ou alors dans le cas des doctorants, ça va être des post-doctorants ou des doctorants en fin de thèse, qui vont pouvoir amener aussi leur regard sur leurs problématiques ou comment est-ce qu'ils ont traversé ces solutions-ci. Et donc pendant cet échange individuel, il y a plusieurs points qui sont abordés. On va amener des contenus pédagogiques, des informations sur le lien entre stress, sensibilité au stress et notamment trait de personnalité. Ici, je vous donne un exemple. On donne aux individus des notions sur leur trait de personnalité. Est-ce que ça peut les mettre plus à risque de développer des réponses de stress? Avec l'idée non pas de poser des diagnostics, mais de dire s'il y a une sensibilité, il faut être vigilant et mettre en place des techniques de coping efficaces. On leur parle des techniques de coping. Donc les techniques de coping, c'est des techniques de gestion du stress qui vont porter sur la résolution active. Je sens que je vais être stressée, du coup je prépare bien l'événement que je dois faire. La pensée positive, l'humour, ok, je vais être stressée, du coup je vais faire des blagues. L'évitement, j'ai un événement stressant, notamment un examen, je n'y vais pas. Ça arrive tous les ans qu'il y a des étudiants qui sont des bons étudiants qui ne se présentent pas en examen parce qu'ils sont trop stressés pour réaliser ça. Ou le soutien social, je vais parler de mes problématiques avec les autres étudiants. On leur fait découvrir des techniques de gestion du stress comme la cohérence cardiaque. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'on fixe avec eux des objectifs individuels. Ok, pour la prochaine fois, dès que tu identifies une situation stressante, tu feras de la cohérence cardiaque. Et on se met d'accord sur un objectif à réaliser et ils peuvent expérimenter ces outils. Je finirai juste sur cette diapositive avant de proposer des remerciements. Le niveau de satisfaction des étudiants sur ce module-ci est très élevé, à hauteur de 78 sur 100. Et je voudrais juste vous présenter 2 résultats. Le premier qui était très attendu, c'était « Pensez-vous que ce module vous a aidé à réduire votre stress ?» Et les étudiants pouvaient dire « Absolument pas », ce qui est un équivalent de ressenti négatif, ou « Complètement d'accord ». Bon, on espérait qu'après 3 séances d'entretien individuel, évidemment que ça les aura permis de réduire leur stress, et c'est ce que vous observez ici. Mais la question qui est beaucoup plus intéressante, me semble-t-il, c'est la deuxième. C'est « Pensez-vous que ce module vous a permis à mieux gérer les situations stressantes ?» Pourquoi? Parce que les situations stressantes, on ne les enlève pas de l'environnement. Elles existent. Ça va être les examens à répétition, par exemple. Ça va être la charge de travail. Ça va être les deadlines. Et donc, finalement, c'est pas tant leur capacité à avoir moins de stress, c'est leur capacité à mieux gérer les situations stressantes. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour pouvoir perdurer des comportements efficaces sur du long terme. Je vois que j'arrive à mes 15 minutes. Du coup, je vous dis juste que ça a bien fonctionné pour l'activité physique et pour le sommeil également. Et qu'on a pu observer que les étudiants rapportaient une amélioration de leur qualité de vie à la suite du programme et du sentiment d'efficacité académique qui est la capacité d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en prenant soin de sa santé, de sa qualité de vie, de son sommeil et de l'activité physique, on améliore aussi notre capacité d'apprentissage durant nos études. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on sera disponible pour les questions. Merci beaucoup Sophie Schletter pour cette présentation de l'état actuel de la recherche, notamment à Lyon, sur ce qui peut aider les étudiants et étudiantes à mieux gérer leur stress et adopter des comportements de santé plus favorables. Pour la dernière intervention, on va laisser la parole à Donata Mara, qui est donc psychiatre et qui travaille de longue date sur la question des rapports entre santé des étudiants, bien-être et puis aussi performance et qualité de vie aussi dans le rapport au savoir et aux études. Ouais. Alors, tout d'abord, merci
de cette invitation et d'être de nouveau dans une situation d'échange, parce que finalement, je vais aborder mon temps de parole. Et c'est pas le dépasser, merci, avec un éclairage complémentaire et différent. Effectivement, de longue date, on va dire, puisque si vous regardez d'où je viens, voilà, ça a commencé au siècle dernier. Et voilà, je dirais que je suis une vieille clinicienne de l'enseignement et de la pédagogie qui a avancé pas à pas. Ça a commencé tout bêtement quand j'étais interne. Je vais à Montréal et là, je découvre effectivement que des grands adolescents sont envoyés en service de pédopsychiatrie. Je validais ma pédopsychiatrie là-bas parce qu'ils avaient des difficultés en milieu scolaire. Soit ils étaient effectivement, avec des difficultés de santé mentale, voilà. Soit ils étaient en échec au niveau académique. Et je cite toujours mon mentor de l'époque à qui je disais, mais enfin bon, il y en a, je comprends pas pourquoi ils viennent en psychiatrie. Et réponse, c'est quand on comprend pas, eh ben on envoie en psy, voilà. Et donc c'est un petit peu ça aussi que je vais aborder, c'est-à-dire finalement, j'ai intitulé, comme vous avez pu voir, Santé mentale des étudiants, des raisons d'espérer, point d'interrogation. Tout à l'heure, on vous l'a dit, il y a effectivement des tas de choses qui vont pas, on devrait aller plus loin, etc. Et pour avoir Nicolas, ça fait un petit moment effectivement qu'on se côtoie parfois dans des prises, dans des tables rondes. On va voir qu'il y a des choses qui ont évolué, à la fois dans ce qui se fait au niveau de la recherche. Sophie Schletter vous en a parlé, dans ce qui se fait au niveau des SSU aussi, hein, ça a évolué par rapport à 92 justement. Et la question qui moi me revient régulièrement dans les formations que je fais et par rapport à ma propre je dirais raisonnement et évolution de réflexion, c'est finalement on en est où? Alors je vais faire ça par ordre chronologique. La chronologie, vu qu'effectivement j'ai commencé, j'étais interne, j'ai mis en place avec mes collègues de l'époque à Sorbonne Université le BIP, qui a été la première structure de soutien pour les étudiants en santé sur le territoire. Structure de soutien voulant dire qu'il y avait un SSU, donc on ne faisait pas le job du SSU. On faisait, j'ai envie de dire, presque tout le reste. C'est-à-dire que dès qu'un étudiant venait, on regardait ce qui allait pas. Et donc, on faisait des diagnostics pédagogiques, on faisait effectivement des interventions de stress qui étaient spécifiques pour les étudiants en santé. Et on a développé effectivement aussi des entretiens d'aide aux projets professionnels, etc. Il se trouve que j'ai été chargée de mission réussite à l'université Pierre et Marie Curie, ce qui m'a permis de voir les spécificités des étudiants en santé par rapport aux étudiants qui étaient en physique, en chimie, en sciences humaines, etc. On m'a effectivement demandé de faire un rapport interministériel en 2018 sur la qualité de vie des étudiants en santé, ce qui m'a permis de voir ce qui se faisait ailleurs sur le territoire. J'ai présidé pendant 2 ans une structure qui s'appelait le Centre national d'appui pour la qualité de vie des étudiants en santé. Et ensuite, effectivement, je suis passée par Créteil et je suis arrivée à Lyon avec une mission qui, à l'heure actuelle, est Care Santé et sur lequel je vais revenir, et réussite du projet professionnel et bien-être. Alors, quand on pense, et ça a été dit de manière différente, encore une fois, et complémentaire, quand on pense étudiants en santé, santé mentale, alors étudiants en santé tout en sachant que je ne perds jamais, en fait, le fait que d'autres étudiants, d'autres formations sont concernés, avec effectivement parfois, régulièrement, des spécificités en fonction des formations. Santé mentale, bien-être, mal-être, souvent on va faire de l'individuel. C'est-à-dire qu'on va dire... pour l'avoir entendu des tas de fois à l'époque où j'ai commencé avec les collègues avec qui je commençais à l'époque, finalement, est-ce que l'interne est fragile ou pas fragile ? C'est quelque chose qui a évolué depuis, difficilement parfois, pas partout de la même manière, mais ce n'est pas en fait de cette manière-là que on peut réellement aborder l'ensemble des problèmes. Quand on regarde ce qui se passait, vous voyez, il y a une dizaine d'années, si on prend les étudiants en médecine dans le monde, c'est une diapositive de Franck Rolland que j'utilise avec son accord. Franck Rolland, je l'ai connu externe et c'est un des plaisirs aussi dans l'évolution de ce qui se passe. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, Franck Rolland, il est médecin, psychiatre, il exerce, il continue à s'intéresser, à faire de la recherche sur le sujet et à faire de la clinique sur le sujet. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est dans l'évolution, quelque chose qui est très parlant. C'est-à-dire que des étudiants qui ont vécu à un moment où on commençait à s'intéresser aux difficultés des étudiants, qui maintenant, en fait, s'approprient le problème et travaillent là-dessus. Et avec effectivement quelque chose qui ne pourra que continuer à avancer dans les années qui viennent. Bon, il y avait des méta-analyses à l'époque, il y a une dizaine d'années, qui étaient centrées sur
des méta-analyses, des études, etc., épidémiologiques surtout, comme vous le voyez affiché, qui axait sur le fait qu'il y avait un niveau élevé de burn-out, un niveau élevé effectivement de symptômes dépressifs, peut-être un peu moins si on prend les épisodes dépressifs caractérisés, et qui avait des niveaux élevés aussi d'idées suicidaires. À l'époque, en France, on était très en retard. Et vous voyez qu'entre là où, à cette époque-là, on n'avait que des chiffres qui venaient qui étaient d'Amérique du Nord, d'Europe du Nord, etc. Effectivement, il n'y avait pas l'équipe de Sophie Schletter, et puis d'autres qui sont arrivés et qui ont développé effectivement tout un tas d'études là-dessus. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a eu cette étude-là qui a été faite, et vous voyez que ce sont les jeunes, effectivement, étudiants en médecine et autres étudiants qui ont pris à bras-le-corps leur problème. C'est-à-dire 2017, ils ont fait la première étude épidémiologique en France qui était portée par les représentants des étudiants 2017, et avec des chiffres qui étaient alarmants. Alors, on peut revenir sur c'est des symptômes, c'est pas des syndromes, etc. Mais toujours est-il que les chiffres étaient alarmants et qu'à ce moment-là, effectivement, les ministères s'en sont saisis. Et d'ailleurs, vous voyez que ça, c'était 2017 et c'est en 2018 qu'on m'a chargé de mission au niveau du ministère sur un rapport. Dans la suite, justement, de qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas faire. Si je reviens sur effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, mais finalement comment on abordait les choses. Au niveau du Centre national d'appui, on a fait 2 études qui étaient de regarder effectivement, c'était effectivement l'époque du Covid. Alors pourquoi on parle encore du Covid? Parce qu'on sait effectivement sur le plan psychologique et psychiatrique qu'il y a encore des répercussions du Covid. Vous voyez dans cette diapo, il y avait une partie de l'étude qui était quantitative et une partie qui était semi-qualitative. Et on posait la question de qu'est-ce qui était le plus difficile pour les étudiants en ce moment. Et vous voyez que je dirais que les 3 dernières réponses, clusters de réponses, c'était valable pour tous les étudiants. Réviser, trouver des solutions, l'incertitude, le manque de contacts sociaux, et vous voyez effectivement les verbatims. Et puis, les étudiants en santé, parce que souvent on nous demande aussi, mais quelle est finalement la spécificité des étudiants en santé? Les étudiants en santé, vous voyez qu'ils étaient en contact direct avec le Covid, et vous voyez le poids que ça peut être. Et je dis ça parce que souvent, quand on pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait la spécificité, il y a tout un tas de choses qui sont aussi qu'on retrouve dans d'autres formations, qui est la charge effectivement des programmes, qui est le stress de l'apprentissage, j'ai envie de dire, du métier d'étudiant. Et puis on oublie parfois effectivement la spécificité, la difficulté que c'est que de côtoyer les malades, de côtoyer la mort parfois, et que tout ça revient et de manière beaucoup plus aiguë dans des situations difficiles, comme ça a été le cas pour la pandémie. Lorsqu'on a regardé 1 an après, on avait regardé comment évoluaient les choses, et là je vous propose d'autres choses comme type de résultat. Alors d'abord, il y avait une augmentation de tout ce qui était évaluation du stress, des idées suicidaires, etc. 1 an donc après le Covid, on a été jusqu'à poser la question, puisque vous savez très bien que les difficultés financières ont explosé au moment du Covid. Et vous voyez dans les chiffres que oui, les difficultés financières, alors c'était plus de 18 000 étudiants en santé. Elles étaient plutôt importantes, voire très importantes, avec des chiffres qui étaient très importants aussi, justement. Et puis, quand on leur demandait, mais finalement, est-ce que vous avez envie d'arrêter vos études, un peu beaucoup passionnément, pas du tout au niveau de la fréquence, ils étaient plus de 30% à y penser au moins 1 fois par mois pendant la période effectivement de l'étude qui s'étalait sur 1 an. Ce que je veux dire aussi, c'est que finalement, si on aborde les choses en centrant sur les aspects santé mentale, on oublie tout le reste. On oublie l'aspect socio-pédagogique, on oublie l'aspect psychopédagogique. Je veux dire, il y a effectivement des difficultés au niveau des motivations, il y a des difficultés financières, il y a tout un tas de difficultés qui vont finalement prendre un petit peu ce type de schéma-là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'étudiant ou l'interne qui est fragile ou pas fragile. Il y a effectivement tout ce qui relève de l'organisation, des études, du lieu des études aussi, de l'interaction, de la manière dont on est porté finalement une formation. Il y a des choses qui sont plus directes entre enseignants et encadrants et étudiants. On peut parler des violences, des situations de maltraitance ou de non-bien-traitance, on va dire, dans le face-à-face, par exemple en stage. Et puis tout ça est pris dans un melting pot qui est effectivement les aspects systémiques notamment au niveau des étudiants en médecine, mais on peut faire effectivement le rapport avec d'autres types de formations. Il y a les aspects systémiques sur la société, on va pas vous faire un schéma de la société actuelle, d'accord ? Le climat, les guerres, les pandémies, le système de santé. Et on voit de plus en plus dans les publications apparaître le fait qu'un système de santé en difficulté, avec des seniors en difficulté, a un impact non négligeable, non seulement sur le ressenti émotionnel des étudiants, mais aussi tout simplement,
et j'ai envie de dire malheureusement, mais à l'évidence, sur leur projet professionnel. Et ça, on le voit très bien dans les entretiens d'aide aux projets professionnels qui sont en cours à l'heure actuelle et que j'ai remis en place effectivement à Lyon après les avoir développés dans d'autres facultés, où les étudiants vous expliquent leurs choix et les questions qui restent effectivement, et où ils ont un regard, mais un regard qui est très critique et très ressenti émotionnellement par rapport à ce qu'ils ont vu pendant les stages, sur la quantité de travail, sur ce que fait effectivement un soignant qui est un soignant senior. Il y a un projet en cours qui est Care Santé, qui s'appuie sur ce qu'on m'a demandé en arrivant, c'est-à-dire de regarder ce qui était en place sur le plan, on va dire, clinique pédagogique et clinique enseignement, et de débuter des interventions et de faire des propositions. Alors effectivement, à l'UCBL, que ce soit effectivement le SSU, que ce soit, voilà, il y a nombreux acteurs impliqués. Je parle de Martine Vallon, qui est ma collègue et collaboratrice au quotidien, j'ai envie de dire, qui est chargée de mission pour le 3e cycle des études de médecine. Il y a aussi le service de médecine de santé au travail. Je ne vais pas tous les nommer. Il y a les laboratoires de recherche, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et donc, la question était effectivement de compléter. On complète, on développe, et on l'a fait avec Martine Vallon après avoir remis effectivement sur sur l'établi le travail, c'est-à-dire qu'on a été à la rencontre en 3e cycle et en 2e cycle pour moi et en 1er cycle. En 3e cycle, on a fait plusieurs rencontres avec des internes, que ce soit des internes qui étaient en début d'internat, en fin d'internat, que ce soit des internes qui étaient sur des stages aux HCL, que ce soit des internes qui étaient dans les GHT, à Villefranche, à Bourg-en-Bresse, etc., pour ne pas les nommer. Et en parallèle, on a développé, en fait, ce qui était déjà un petit peu à d'autres moments j'ai envie de dire, de mes interventions, apprendre à apprendre, et des ateliers de compétences transdisciplinaires et des soft skills, autour de plusieurs soft skills, et je vais vous montrer après une diapo qui montre un petit peu lesquels, les entretiens d'aide aux projets professionnels, j'ai déjà dit, et des formations pour les enseignants et les encadrants, avec un abord holistique. Autrement dit, elles vous ont parlé, à la fois Sophie Schletter et puis aussi Laura Menou, des formations nécessaires autour de qu'est-ce qu'on doit savoir sur, en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant, sur ce qu'est la santé mentale, et ce que j'ai appris à faire, parce qu'effectivement, il y a un moment donné où on ne peut pas regarder autrement l'étudiant que comme un tout et quelque chose qui effectivement qui doit être abordé de manière, j'ai envie de dire, globale, c'est un abord holistique. Autrement dit, les enseignants qui viennent, les étudiants qui viennent à ces formations, ils ont connaissance et on discute et on reprend tout ce qui fait effectivement les difficultés, à la fois les programmes, à la fois effectivement leur propre manière à eux, leurs attentes par rapport effectivement aux formations, et on essaye effectivement d'exploser le concept. Ce n'est pas qu'une manière psychologique ou psychiatrisante d'aborder les ressentis finalement, qu'ils soient négatifs ou positifs, d'ailleurs au niveau des enseignants et au niveau des étudiants. Si vous regardez ce que ça donne en évaluation, puisque toutes les interventions sont évaluées, j'ai pris celle de 2023, qui était dans une UL pour préparer aux échos des étudiants de Lyon Sud en médecine, et vous voyez que c'est un très grand groupe, puisque c'est un groupe qui est en amphi, et à la fin, après 2 heures, donc, apprendre à apprendre va à la fois aborder la gestion du stress, la gestion du temps de travail, la mémorisation, la concentration, les révisions. Vous allez me dire comment on fait tout ça en 2 heures? Et on le fait de manière en tenant compte de la diversité des étudiants, parce que la diversité des étudiants, j'ai eu la chance de pouvoir y consacrer un temps énorme en voyant en tête-à-tête des étudiants, en testant effectivement tous les conseils qu'on peut leur donner, en les voyant en feedback après. Et donc, je sais que dans l'amphi, effectivement, il y en a qui n'ont ils vont vous dire 15 minutes de concentration maximale possible, et il y en a d'autres qui ils vont vous dire 3 heures ou 4 heures. Bon, ok, on va revenir là-dessus, parce que 3 ou 4 heures de concentration maximale, c'est pas possible, mais ça veut dire quoi, de le dire? Et donc, on aborde tous ces sujets-là, et finalement, chacun va y trouver son compte, parce qu'on n'est pas en tête-à-tête, justement, mais parce qu'il va savoir que non seulement il y a une diversité dont il faut tenir compte, et d'autant plus qu'on est dans une génération qui veut qu'on tienne compte, effectivement, de la diversité, mais qui va aussi avoir un aspect socio-psychopédagogique qui est « je ne suis pas seule à ressentir des difficultés ». Même dans des grands groupes, je suis capable de prendre la parole, et un certain nombre d'entre eux prennent la parole pour dire leurs difficultés. Et il y a une espèce de reconnaissance qui est que non, je ne suis pas celui qui est tout seul dans son coin avec ses difficultés, qu'il n'ose pas dire. Et vous voyez qu'au final, ils sont plutôt effectivement satisfaits de ces interventions. Je pourrais vous mettre une autre manière de faire qui est quand on me fait intervenir dans des services. Là, c'était un service des HCL où finalement, je m'attendais à avoir des internes et sont arrivés des internes, des externes et même 2 chefs de clinique. Et voilà ce que ça donne, après effectivement 2 heures d'intervention, qui étaient plus centrées sur la communication et sur les difficultés de communiquer que pouvaient ressentir des étudiants en stage, qui n'étaient pas que étudiants, puisqu'il y avait des chefs de clinique. Si vous regardez, quand on demande à des internes
alors qu'ils n'ont pas pris leur fonction. Donc, c'est le début du 3e cycle. Ils viennent, ils sont accueillis, et les doyens les accueillent. Et là, on leur demande, finalement, qu'est-ce que vous aimeriez comme intervention ? En posant ces questions-là, on s'est appuyé sur, on va dire, le côté un peu pilote qu'on avait fait avec Martine Vallon, qui était d'aller les voir, d'aller les rencontrer, de prendre des notes sur qu'est-ce qu'ils auraient voulu qu'on leur propose, etc. Et donc là, on leur a proposé un papier, tout simplement, complètement anonyme. Ça a circulé dans l'amphi. Et on a eu 171 réponses en direct. Et voici les réponses et le classement. Donc, au moment où on a quitté le 2e cycle, on arrive pour une prise de fonction en 3e cycle. Et on leur dit, là, vous voyez ce qui était... Ils pouvaient répondre entre 0 croix et 3 croix. Et vous voyez ce qu'on a classé comme étant, enfin, ce qu'ils ont classé en 2 croix et en 3 croix. Alors, stress et internat, ils arrivent, ils prennent leur fonction. Donc, on pourrait effectivement imaginer, on aurait pu imaginer. L'internat, c'est toutes les questions que j'ai voulu poser mais que je n'ai pas pu poser. Les conflits. Ah, les conflits. C'est étonnant quand même. Ils n'ont pas encore testé le fait qu'ils vont vraiment avoir. Non, c'est les conflits. Le burn-out, bon, ok. La communication. Donc, vous voyez, conflit, communication. Et c'est ce qui m'est le plus souvent demandé quand je fais mes interventions d'atelier, que ce soit d'ailleurs au niveau des externes ou des internes. Apprendre à apprendre aux externes, c'est-à-dire finalement quels outils j'ai pour faire face à ce qu'on attend dans les stages de moi qui arrivent. Le sommeil, on va y revenir juste une seconde après. Les relations médecin-patient en garde avec des choses très pratico-pratiques. Comment je fais pour annoncer à une famille que je ne connais pas qu'un patient que je ne connais pas est décédé. Des choses toutes bêtes comme ça, mais qui sont effectivement émotionnellement éminemment chargées. Et puis, harcèlement, violence sexuelle et sexiste, c'était 67. Ensuite, c'était moins de 50, donc on les a pas notés ici. Alors, vous voyez que, par exemple, 2012, j'étais responsable d'une UE pédagogie et cognition qui, pendant 2 semaines, en fait, abordait toutes les soft skills à l'époque qu'on avait listées, qui revient un petit peu sur ce que vous a montré Sophie Schletter. Et on avait rajouté aussi quelque chose autour de les capacités de synthèse, les capacités de réflexion, la gestion de temps de travail, etc. Et donc, à chaque fois, c'était soit une demi-journée, soit une journée entière sur le sujet. Vous voyez que, par exemple, le sommeil, le contenu, ils étaient, est-ce que c'était intéressant, est-ce que ça allait être utile pour leurs études ? Et vous voyez leurs réponses, entre très utile, utile, peu utile, pas du tout utile. À la fin de l'UE, ce qui est intéressant, c'est on leur posait la question, finalement, vous pensez apporter des modifications à quoi, après avoir eu cette UE entière ? Et vous voyez, alors on n'avait pas tout testé, mais on avait testé effectivement, donc c'était un groupe d'une 20aine d'étudiants, travailler pour les études, apprendre un cours, réviser, ça, vous voyez que c'était une échelle visuelle qui allait de 0 à 100. En moyenne, c'est vrai qu'on dépassait les 50 pour un certain nombre de choses. Mais alors, il y a 2 choses au moins pour lesquelles on ne dépassait pas les 50. C'était la manière de manger et la manière de dormir. Alors qu'ils avaient eu une journée entière là-dessus, qu'ils en étaient satisfaits, qu'ils pensaient que ça allait être utile, mais alors, changer des comportements, faut s'accrocher. Et merci aux chercheurs de nous dire comment on va effectivement essayer de changer des comportements et les maintenir. C'est-à-dire, en fait, ne pas faire en sorte que ce soit juste au sortir d'une intervention que les choses se fassent. Bon, Care Santé, pour revenir sur ce qui est en place à l'heure actuelle, il y a 4 types de projets en cours de groupe de travail. Care pour coopération. On se dit que, vous voyez, je me suis présentée comme étant une clinicienne de l'enseignement et de la pédagogie. On est des tas, dans toutes les formations, effectivement, à avoir investi à un moment ou à un autre les formations, les étudiants, et à vouloir aller plus loin dans les échanges, comment faire dans certaines situations, comment faire au niveau des services de formation et qu'on peut proposer à nos étudiants. Il y a un groupe qui, il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a une marchandisation qui a commencé au moment du Covid, la marchandisation du mal-être des étudiants, qui nous a incité à travailler sur une charte d'adressage et d'intervention. Si on adresse les étudiants à l'extérieur de l'UCBL et à l'extérieur effectivement du CHU des HCL, parce que finalement, la question elle est, si j'adresse à l'extérieur en tant qu'enseignant, vers qui j'envoie ? Avec quelles règles déontologiques, avec quelles règles éthiques ? Les soft skills, vous avez vu, que ce soit Laura Menou, que ce soit Sophie Schletter, que ce soit nous dans ce qu'on fait, on essaie de les développer. Et il y a un groupe effectivement qui, sur le plan clinique, essaye effectivement d'aller plus loin et d'échanger sur alors vous en êtes où, vous faites ça comment. Il y a effectivement 2 minutes, donc on avance. Et je vais finir là-dessus, ça tombe bien. Finalement, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ? On pourrait prendre tout ce que j'ai mis là en 2 minutes et de vous dire peut-être oui, peut-être non, à vous de voir. Déjà, il y a une connaissance du sujet qui a explosé dans les 7 dernières années. Ça, c'est très clair. Et y compris avec des chiffres, comme dirait Sophie, qui sont maintenant, à l'heure actuelle, du territoire et avec plusieurs groupes, effectivement, qui développent de la recherche. Je l'ai mis aussi après. Il y a une reconnaissance des problèmes de santé mentale. Vous savez aussi qu'il y a non seulement
des personnes qui sont connues, qui ont pris la parole pour expliquer effectivement leur maladie, même psychiatrique, c'est-à-dire au-delà de la santé mentale et du ressenti. L'évolution du nombre d'étudiants, ça n'arrange pas les choses, même si on est très content qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui fassent des études, mais on peut dire et on continue à dire que même si les SSU ont eu des renforcements, ça ne suffit pas, et que tout ça demande effectivement des financements qui sont encore parfois en grande difficulté pour faire à la fois de la recherche et continuer à faire des interventions. On pourrait rajouter aussi que, j'ai envie de dire, chacun a son rôle à jouer et que le nombre d'enseignants n'a pas augmenté en conséquence et que ça a un impact important sur le plan des interventions qui sont de l'ordre de la sociopédagogie et de la psychopédagogie. Autrement dit, l'idée, c'est pas de remplacer un enseignant par un psychologue, par exemple. Chacun a sa place, chacun a son rôle et chacun collabore pour les étudiants. L'implication des étudiants, elle est de plus en plus importante et de plus en plus nombreuse. Les représentants, les formations relais en santé, etc. Là où ça pose problème, c'est quand effectivement les étudiants s'investissent et qu'ils n'ont pas de soutien. Et qu'à ce moment-là, on retrouve des étudiants seuls. Il y a des formations en santé notamment où les étudiants sont seuls, ont décidé de prendre les choses en main et ils n'ont pas de soutien par ni les enseignants, ni effectivement l'institution en tant que telle. La recherche, les formations, on vous en a parlé. Alors les VSS, peut-être effectivement, on en entend parler. Violences sexuelles et sexistes, il y a quand même des études qui à l'heure actuelle sortent et qui, en comparatif par rapport à il y a quelques années, montrent qu'il y a une diminution du ressenti effectivement de discrimination sur le plan sexuel, etc. et sexiste, pardon. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire aussi que les étudiants qui ont pris en main les choses aussi et qui collaborent avec les enseignants, les SSU, etc., finalement, arrivent à faire bouger les choses. Et là, on voit qu'il y a une question de culture qui se met en place avec une acculturation nécessaire et que ce sont nos jeunes qui, effectivement, poussent dans ce sens-là et de manière très intéressante et très importante. Alors après, on pourrait dire effectivement que oui, il y a encore plein de choses à faire sur le plan purement, entre guillemets, pédagogique, sur la quantité de travail, sur les modalités de travail, sur les réformes. Et on va revenir sur le fait que les aspects systémiques sont très importants, c'est-à-dire effectivement de ne pas oublier qu'on n'est pas effectivement juste dans santé mentale égale il faut faire une intervention psychologique, mais bien de prendre en compte tous les déterminants qui font qu'un étudiant a des difficultés. Voilà. Merci à vous. Eh ben, merci beaucoup pour Donata pour cette intervention. Désolé de vous avoir pressé pour tenir le temps. L'idée, c'est d'avoir un échange avec les personnes qui sont dans la salle et aussi les personnes qui sont en ligne. Donc, on vous encourage à lever la main et à vous à préparer des questions, à les faire chauffer un petit peu et nous les envoyer pour notamment les gens qui sont en ligne. Moi, j'aurais peut-être un tout petit commentaire pour commencer, mais évidemment, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est justement celui d'être frappé par une institution qui semble prendre la mesure du problème qui se pose en créant des tas de dispositifs et en voyant aussi des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses qui prennent en main ce sujet de la santé des étudiants. Donc, on sent qu'il y a de plus en plus de ressources. Vous avez souligné qu'avant, on n'avait pas forcément des chiffres, pas forcément de culture institutionnelle autour de cette santé des étudiants et qu'elle commence à émerger. Là, vous avez montré des résultats très prometteurs ou en tout cas très récents et très bien construits. Et puis en même temps, on a aussi l'impression, donc à la fois qu'il y a une prise en compte de ce problème, mais en même temps, je vais vous donner un petit avis personnel. Peut-être que effectivement, on n'arrive pas forcément à toucher les causes profondes ou les causes peut-être un peu systémiques de ce problème. En venant à cette conférence, j'ai croisé une collègue agent technique là, qui connaît très bien les étudiants puisqu'elle les fréquente au quotidien, elle s'occupe de ramasser les poubelles. Et puis, on a parlé un peu de cette santé des étudiants. Elle m'a dit, mais vous avez vu comme les parents leur mettent la pression ? C'est aussi pour ça qu'ils vont mal. Hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est lié aux normes sociales qui sont transmises par les générations des étudiants d'aujourd'hui. Et donc quelque chose qui est de l'ordre de l'environnement familial, des normes sociales, de ce qu'on appelle réussite. Et on peut faire un atelier de stress. Excusez-moi, c'est peut-être une critique un peu facile. Et c'est très bien les ateliers de stress, mais de gestion du stress. Mais est-ce qu'on manque pas la question des causes et comment on réussit à réintroduire les causes peut-être dans ces ateliers? Est-ce qu'il y a des espaces de parole aussi pour remettre en question les normes qui peut-être rendent difficile la vie des étudiants? Donc ça, c'est peut-être une première piste de question.
Et peut-être une deuxième question. Alors moi, c'est un sujet qui me taraude beaucoup. Je me suis intéressé pas mal à l'éthique de la santé publique. Et un jour, il y a un collègue anglais qui a résumé en gros notre approche de la lutte contre le Covid en disant bon ben pour éviter un très grand nombre de morts, on a sacrifié une génération, la génération des plus jeunes, pour qui peut-être voilà quand on a 16, 17 ans ou 15 ans, être à l'école, avoir des contacts sociaux et tout ça, c'est peut-être beaucoup plus important, beaucoup plus déterminant que peut-être pour des gens qui ont déjà passé l'âge de la jeunesse et qui ont déjà construit un peu leur identité sociale, etc. Et donc, pour sauver la génération des plus âgés, on a sacrifié peut-être la génération des plus jeunes. Puis, les étudiants qu'on a aujourd'hui, ils ont passé un lycée ou leurs premières années de fac dans cette ambiance du Covid. Donc, c'était aussi, vous l'avez mentionné, hein, mais peut-être voir aussi les causes, peut-être, j'allais dire, de négligence collective vis-à-vis de cette jeune génération. Est-ce que c'est une hypothèse ou c'est une impression qui est fondée ou pas fondée? N'hésitez pas à prendre la parole là-dessus. Je ne sais pas si Laura, ce que je provoque là, ici, ça vous évoque quelque chose? Oui, moi ça fait 4 ans que je travaille au sein du service, donc je suis arrivée et dans le service, bon, c'est vraiment juste mon expérience à moi, mais quand je suis arrivée au sein du service, moi je vois tous les étudiants en PASS. Donc PASS, c'est la première année de médecine, donc une année, enfin de médecine, pour arriver dans les études de santé, et donc c'est une année très stressante. Et en 2022, je voyais vraiment ces étudiants qui avaient vécu le confinement. Tout jeune en fait, hein, leur lycée, et ça avait un impact très important. Et la raison d'espérer, je trouve que là maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, là en 2025-2026, c'est moins prégnant, ça a été moins difficile parce qu'ils étaient plus jeunes. Et donc du coup c'était plus cocon famille, ils avaient 12-13 ans pendant le Covid, et du coup c'était ça a eu un moins d'impact que ceux qui avaient 16-17 ans quand ils sont arrivés après en études, je trouve. Et après, oui, là, effectivement, la question de l'impact familial. Moi, de mon expérience, comme je disais, comme tu disais en introduction, je suis la première porte d'entrée de ces étudiants. Et ils ont conscience que maintenant, la santé mentale, c'est important. Et la plupart du temps, ils viennent avec cette demande de « je veux voir une psychologue ». Mais en fait, ils savent pas ce que c'est la psychothérapie. Et quand on creuse, ils sont pas... Et moi, je vois... en entretien, je vois les causes ou les possibles causes en disant ok, c'est pas juste le stress des études, il y a autre chose derrière va falloir aller creuser, et effectivement en psychothérapie, parce que c'est pas ma place à moi, et donc il y en a qui viennent pour ça. Puis il y a effectivement, je trouve ce qui est hyper intéressant, c'est ce fait que en fait c'est des jeunes adultes très jeunes quoi, et qu'en fait on leur a pas appris l'hygiène de vie quoi. On leur a pas appris, et puis ils arrivent, soit ils sont encore à la maison et du coup ils ont pas besoin d'apprendre ça, ou soit ils viennent et ils sont tout seuls et ils savent pas faire, et donc c'est trop difficile quoi. Et donc il y a vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment ça aussi mais ils recherchent de l'individuel quand même, les étudiants, moi je trouve. Peut-être juste à l'époque du Covid, j'étais au Sénat, donc je présidais le Sénat, et en fait on a envoyé une alerte au ministère de l'enseignement supérieur et au ministre de l'enseignement supérieur et au ministre de la Santé de l'époque, pour plaider pour la réouverture des universités, en tenant compte effectivement de ce qui se passait et en prenant toutes les précautions possibles, et en soulignant les aspects socio-pédagogiques qui étaient majeurs. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile à entendre au niveau ministériel, qui effectivement, on entendait parler beaucoup d'augmentation du nombre de psychologues, mais il y avait effectivement tout ce que peut apporter le groupe d'étudiants en soutien, hein, je veux dire comme dans tout stress, qui était excessivement important et qui là a manqué, ça c'est clair. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que oui, les collègues qui s'occupent de très jeunes disent qu'il y a une pression très importante familiale, même au niveau des lycées, etc., sur la réussite, qu'eux-mêmes n'ont pas connue quand ils étaient jeunes, pas à ce point-là, et que ça arrive de plus en plus tôt, c'est-à-dire dans les études.
contrairement à ce qu'eux ont pu vivre avec leurs propres enfants parfois. Et l'autre chose aussi, c'est que quand même, on ne peut pas négliger, j'ai envie de dire, le fait que de faire des études, rentrer en enseignement supérieur, dans un monde où il y a beaucoup d'instabilité, où il y a beaucoup de stress, où il y a beaucoup effectivement de métiers aussi. On dit toujours qu'on va avoir plus... Enfin, ce qui circule, c'est vous aurez plusieurs métiers dans votre vie parce que le monde change, etc. Je veux dire, il y a quand même une pression très importante pour réussir effectivement et avoir un diplôme qui puisse les faire vivre et parfois faire vivre leur famille. Et quand on voit des étudiants en individuel, que ce soit en D4, D3, enfin donc 5e, en fin de 2e cycle et en 3e cycle en médecine, dans les entretiens d'aide au projet professionnel, alors j'avouerai que moi ça m'épate toujours, mais ça montre bien effectivement les difficultés actuelles qui sont là. C'est que la première fois que sur un plan personnel j'ai pu faire ce genre d'entretien, ça remonte à il y a 15 ans, il y a toujours une pression familiale à un moment ou à un autre qui apparaît, pas chez tous les étudiants, mais il y a régulièrement et de manière très importante aussi la problématique du conflit de loyauté, c'est-à-dire effectivement de laisser tomber, donc d'être dans un conflit avec ses parents auxquels on est loyal, qui veut effectivement porter ou qui a porté en fait la décision de faire des études en santé. Et les étudiants sont très en difficulté. Certains, effectivement, finissent par évoluer et arriver à se réapproprier et à faire en sorte que ce soit une motivation intrinsèque et non pas une motivation extrinsèque. Mais c'est loin d'être le cas pour tous les individus. Et on est vraiment face à un conflit de loyauté qui parfois perdure jusque même l'internat, en fait. Sophie. Merci pour ces questions et ces réflexions. Je voulais revenir sur le côté social aussi qui vient d'être abordé, peut-être avec un angle de vue parallèle et complémentaire. Sur le côté social et sur la normalisation, tu avais évoqué ça, la normalisation de la souffrance. Et là, il y a plusieurs angles de vue qui peuvent être proposés. Il y a celui des institutions, des enseignants, où en fait finalement, on sous certains aspects, très certainement continue à maintenir cette culture de la charge de travail, de l'effort. Il y a le côté, c'est un environnement complexe, il y a le côté hospitalier, où en fait on a finalement le modèle, le reflet de ce que va être le métier, où il faut être tough, il faut être dur, il faut faire ses preuves. Et puis il y a aussi les représentations qu'ont les étudiants, qu'il faut pas complètement négliger, et c'est assez intéressant sur cette perception, je pense, de succès, sur cette notion de réussite. Sur les étudiants en médecine, un cycle important, ça va être le concours. Et sur ce concours, les étudiants, c'est vraiment sur la base du premier arrivé, premier servi. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même une quantité d'étudiants qui veulent, pour faire leur spécialité, ils n'ont pas besoin de se classer de manière très élevée. Et pour autant, pour eux, c'est quand même important. Et donc, en fait, il y a quand même quelque chose qui vient aussi, je ne sais pas à quel point ça vient d'eux-mêmes ou à quel point c'est provoqué par l'institution, mais il y a des enjeux qui sont pas uniquement liés à ce concours-ci qu'on incrimine souvent, mais ça va être la capacité de se prouver qu'ils ont vraiment choisi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça derrière dedans. Donc finalement, on a un peu du mal à savoir où est-ce qu'il faut agir, où est-ce qu'il faut comprendre. Et sur le côté social qui était évoqué, il peut y avoir la pression familiale. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal aussi qui sont en difficulté de pas pouvoir rendre le support social, justement pas être investi dans la vie de famille, pas être investi sur des moments de vie difficiles. C'est des périodes de vie où il y a des décès à l'intérieur parfois de l'entourage proche, ou même où entretenir les liens familiaux font qu'il va y avoir un rapprochement d'étudiant à étudiant et qui est parfois très paradoxal. C'est-à-dire que l'étudiant me ressemble, donc il me comprend, et en même temps, on est en compétition. Donc, il y a quand même tous ces aspects-ci qui font que la problématique, et c'est là où c'est très important, elle est systématique et elle est extrêmement complexe. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir des angles de vue qui soient, des éclairages qui soient le plus complets possible pour voir comment est-ce qu'on peut agir. Ces éclairages. Il y a une question dans la salle ou une intervention? Voulez-vous vous présenter? Oui, Aurélie Six. Je travaille ici à la faculté de médecine et de pharmacie à la bibliothèque universitaire. Donc, je côtoie pas mal d'étudiants. J'en ai à la maison. Et du coup, je me demandais, cette question de santé mentale, si elle était très prégnante parce qu'on s'était intéressé sur ce sujet-là et qu'on a commencé à faire justement des enquêtes, des données, et on a mis le focus dessus, ou est-ce qu'il y a vraiment une évolution qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus impactés au niveau de leur santé mentale qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, même 50 ans?
Je vais commencer par donner ma perception, parce que j'ai pas vraiment les chiffres officiels, mais globalement, oui, il y a une détérioration globale de la santé mentale qui va être plus saillante sur les étudiants, mais qui est aussi générale, populationnelle. Mais ça pose quand même des questions parce que les outils de mesure peuvent aussi évoluer, la sensibilité peut évoluer et la capacité à décrire sa santé mentale a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est moins stigmatisant de dire que je souffre d'une pathologie mentale que ça l'était encore, je pense même il y a, pas si longtemps que ça, 5 ans, et on a encore beaucoup de travail à faire. Donc je pense que la problématique, c'est peut-être aussi une question de visibilité sur ces pathologies-ci, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une détérioration très forte qui a été soulignée à la période du Covid. Je ne sais pas aujourd'hui où on en est. Je vais peut-être les deux diapos que je n'ai pas pu vous passer. Il y en a une qui est d'Ariel Fragerman, autre externe avec qui j'ai travaillé quand il était externe et qui maintenant est un chercheur épidémiologiste, psychiatre sur les étudiants. Donc c'est sa diapo. Bonjour Ariel, s'il me regarde. Il intervient dans les formations que je fais. Et vous voyez que là, si vous prenez, alors vous pourriez prendre tous les âges, mais si vous regardez entre 2005, 2010, 2017, 2021, pour les 18-24, vous avez effectivement, alors là c'est l'épisode dépressif caractérisé dans les 12 derniers mois, c'est augmenté. Vous pourriez prendre la même chose au niveau du burn-out, c'est augmenté, etc., etc. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a, alors je suis pas une épidémiologiste, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a effectivement des facteurs sociaux, il y a des facteurs, effectivement, la pandémie a augmenté, effectivement, toutes les études sur le plan international ont montré qu'il y avait une augmentation des problèmes de santé mentale dans la foulée, effectivement, du Covid. Maintenant, on peut aussi regarder, parce que est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, c'est une étude qui a été faite par un groupe qui travaille depuis des années sur le sujet et qui a commencé à 2011 à évaluer effectivement le burn-out dans une population, alors là c'était médecins et internes, en comparaison avec même âge, même sexe, etc., dans la population générale. Et là, ce qui montre, c'est que vous avez eu en fait une fluctuation, une pic 2021, Covid, ok, et puis 2023, et ben ça redescend. Alors, tout ça est à confirmer. On est dans cet entre-deux où, après une augmentation réelle des chiffres, effectivement, de mal-être, notamment liés au Covid, mais on pourrait rajouter aussi tout ce qui se passe autour. Enfin, on sait qu'il y a un impact aussi du sentiment de guerre prégnante, etc. Et pas que. Et en même temps, peut-être qu'il y a des petits débuts, peut-être je dirais pas d'efficacité, mais en tout cas de possibilités que les interventions, le fait de s'inquiéter effectivement de la santé mentale, etc., fait qu'on arrive à... il y a des interventions qui sont effectivement partout dans le monde, que ce soit effectivement sur le plan psychologique, sur le plan soft skill ou sur d'autres plans, et sur le plan systémique. Si vous regardez par exemple ce qui a montré quelque chose qui perdurait, parce qu'on peut avoir une intervention aussi, par exemple, sur le plan psychologique, et qui, en fait, ne perdure pas. Genre, par exemple, l'intervention sur, on va vous expliquer ce qu'est le sommeil, on va faire des jeux de rôle, on va faire quelque chose de très interactif, etc. Vous trouvez que c'est intéressant, mais finalement, vous dites, moi, changer mon sommeil, c'est quand même pas le truc, quoi. Je vais pas y arriver. Ou ça me tente même pas, ou je ne peux pas, parce qu'effectivement, on dort pas assez. Voir ce que vous a dit, effectivement, Sophie Schletter tout à l'heure, et on n'a pas les moyens de dormir plus quand on est effectivement dans quelque chose qui est très, très prégnant au niveau du nombre d'heures de travail et de ce qu'on vous demande de faire. Et en pratique, on arrive à quelque chose qui peut-être effectivement montrer que ça va tenir dans les temps. Et ce qui ressort, en tout cas dans la littérature, il y a très peu d'études là-dessus, mais il y en a une qui montrait que si on faisait à la fois des interventions qui étaient du genre gestion du stress, intervention sur d'autres soft skills, etc., auxquelles s'associaient des réformes très claires sur le nombre d'heures de travail, sur la manière de faire de la pédagogie, la place des contrôles continus, etc., etc. Enfin, en prenant par exemple des méthodes pédagogiques actives, et bien là, on avait quelque chose qui se maintenait sur le moyen terme. Et vous voyez à quel point tout ça est compliqué parce que c'est un ensemble de choses et que, rebelote, si on regarde que la partie individuelle, tout comme on se planterait si on regarderait que la partie effectivement intervention familiale ou autre. Je veux dire, les facteurs de risque en gros de mal-être sont nombreux. Est-ce qu'on peut tous les éliminer ? Ça, c'est très, très optimiste. Je ne le crois pas personnellement. Mais par contre, la question, elle est comment faire pour agir sur
un ensemble effectivement de facteurs de risque et pas éventuellement le même qui serait je ne sais pas comment faire pour gérer mon stress. Souvenir d'une étudiante qui dit c'était dans une table ronde, il dit c'est bien gentil de me dire de méditer, mais enfin bon, ça change pas le reste, et ce qui fait qu'effectivement je me sens pas bien et que j'ai besoin de méditer. Et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que il va y avoir une intervention, des interventions qui prennent en compte l'aspect holistique, c'est-à-dire effectivement l'aspect de tous les facteurs de risque et comment on peut les diminuer au maximum. Laura, je ne sais pas si vous voulez compléter, pas forcément. Il y a une question dans la salle. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question toute bête. Je vois 2020, 38,2. Tout bêtement, qu'est-ce qui fait qu'en 2020, ça a baissé à ce point-là ? En fait, ils ne savent pas. Alors, ils ne savent pas, j'entends. C'est une équipe qui, en fait, propose un certain nombre d'interventions et que là, si vous voyez, nous, on était effectivement, on est en temps de décalage par rapport à eux. Donc, ils ont commencé par faire des interventions. Ils ont mis en place, effectivement, un groupe national qui s'occupe du sujet. Donc, ils ont commencé à former, ils ont commencé à proposer, effectivement, avec facilité que c'était au niveau interne et pas externe. Donc, au niveau des internes et des soignants, qu'ils puissent consulter, qu'ils puissent avoir accès, effectivement, à tout un tas de choses. Et aussi à prendre en compte le nombre, encore de manière plus importante, le nombre d'heures de travail, etc. Donc, ça avait commencé à baisser. Ils pensent que c'est à cause de ça. Et puis après, pouf, Covid. Et puis là, on explose le concept. Voilà. Pardon. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole dans la salle ? En fait, de fait, on a D'accord, n'hésitez pas en ligne à poser des questions également. On se fera un plaisir de les relayer aux oratrices de cette table ronde. Moi, peut-être, une question dans la salle qui vient. Oui, merci. Bernard Poulet, patient enseignant à la faculté. Je voulais demander à Sophie Schletter pourquoi l'alimentation n'avait pas été retenue comme facteur dans sa recherche. Est-ce que, ce qui était retenu, c'était 3 facteurs: stress, activité physique et sommeil, et pas l'alimentation qui paraît aussi importante. Est-ce que c'est trop compliqué à mesurer, peut-être scientifiquement ? Merci pour cette excellente question et observation aussi. En fait, on l'a abordé, mais on l'a abordé à l'intérieur des autres modules. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un module à proprement parler qui traitait de l'alimentation, mais plutôt on a décliné l'alimentation pour, par exemple, améliorer son sommeil ou améliorer sa nutrition. C'était en particulier, on l'avait beaucoup couplé avec le module d'activité physique, sachant qu'il y a un besoin, et ça rejoint un des commentaires de mes collègues sur... entre l'identification du besoin et le changement de comportement, il y a un monde. Et sur l'alimentation, ils sentaient qu'il y avait un besoin, mais ils n'avaient pas franchement envie de changer. Et donc, c'est très difficile de travailler quand il n'y a pas une volonté de changement avec eux. Donc, on l'a un petit peu assimilé sur des autres modules. Par contre, sur ce qu'on est en train de développer par la suite de Promesse, on a un programme qui va s'appeler Health Prime, qui débutera à la rentrée, où là, on a rejoint des experts en nutrition, notamment le CNRH, qui sont un laboratoire lyonnais autre que la santé publique, où on est en train de développer avec les étudiants des contenus qui soient spécifiques et mobilisables, mais qui sont beaucoup moins généralisable que ce qu'on a sur le sommeil ou le stress ou même sur l'activité physique, parce que les besoins sont peut-être plus différenciés. Mais on va essayer d'aborder ça, mais c'est toujours qu'une facette-ci. Par exemple, tout ce qui va être aspect sur l'utilisation des substances, on l'aborde pas du tout. Et d'ailleurs, nous, ça ne nous revient jamais dans les entretiens, alors qu'on sait qu'il y a une vraie problématique aussi derrière. Et peut-être sur l'alimentation, je me permets un petit commentaire. On est nombreux ici à travailler dans ces locaux. Enfin, on est sur le campus Est. D'ailleurs, on parle beaucoup des étudiants en santé, mais en fait, le thème de la conférence n'était pas spécialement la santé des étudiants en santé, la santé des étudiants en général. Mais voilà, on a beaucoup parlé de cela parce que on travaille auprès d'eux ou sur eux ou avec eux. Mais par exemple, dans les locaux, c'est très difficile de trouver une place pour manger son sandwich. Donc moi, tous les jours, je vois des étudiants qui sont assis par terre parce qu'il n'y a pas d'espace pour manger correctement. On lit, alors j'ai pas forcément les références précises, mais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne font qu'un seul repas par jour parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir correctement. En venant à la conférence, encore une fois, j'ai vu l'énorme file devant le restaurant universitaire qui peine à accueillir, on va dire, convenablement tout le public universitaire. Donc il y a
peut-être aussi une discordance entre les conseils nutritionnels, diététiques, essayer de faire un effort, tout ça, et puis les moyens dont les étudiants disposent aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas aussi profiter de cette conférence, je sais pas, pour parler aussi du plaidoyer pour que des conditions d'études soient renforcées, qu'il y ait peut-être un peu plus d'investissement pour que les étudiants puissent manger à leur faim, subvenir à leurs besoins de base. Je sais pas si vous avez un commentaire là-dessus, c'est peut-être... Je pense que c'est très très important de le ressouligner, la précarité étudiante, les conditions de vie, même pour tous les conseils autour de ce qui va être du sommeil, ça va être difficile de mettre en place. Il y a eu la contribution de vie étudiante et de campus qui avait et qui a toujours alloué de l'argent pour pouvoir donner des outils aux étudiants. Je pense que ça peut être simple, mais des boules caisses et un masque de nuit, quand en fait on a du bruit et qu'on a de la lumière dans notre chambre, ça va être difficile. Mais évidemment, c'est pas des choses qui sont proposées systématiquement à tous les étudiants. Juste sur la précarité financière et sur les conseils sur l'alimentation, c'est vraiment des choses qu'il faut considérer et auxquelles il faut être vigilant dans nos interventions et dans nos réflexions. C'est vraiment important de le faire. Mais je tiens quand même à le dire que depuis 2 semaines, il y a les repas à 1 € pour tous les étudiants et il n'y a pas besoin d'être boursier, qui peuvent prendre 2 repas à 1 €, donc le midi et le soir. Alors, je pense que ça augmente la charge de queue pour l'attente au Crous. Mais il y a quand même quelques changements qui vont, je pense, dans des bonnes directions, même si on doit toujours rester vigilant et œuvrer. Ces questions-là, je voulais aussi rajouter, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le président de l'université a aussi annoncé que maintenant il y aurait le sport obligatoire pour tous les étudiants à Lyon 1. Ce fait que ça va aussi, on retourne un peu comme au lycée, mais au final, pour tous ces étudiants, moi je parle aussi de ce que je connais, donc ces étudiants en santé que je prends en charge, qui n'arrivent pas à inclure le sport dans leurs études, ça va permettre aussi ça. C'est vrai que nous, au sein du, ce que je pouvais dire tout à l'heure, on essaye de lutter contre la précarité en proposant, grâce à des appels à projets, de lutter contre la précarité menstruelle, la trouble de santé mentale. Moi, je vois souvent aussi des associations étudiantes qui proposent des distributions alimentaires au sein de la faculté. Donc, c'est des initiatives, pas institutionnelles parce que c'est associatif, parce que c'est l'argent quand même de l'université, mais c'est pas globalisé dans toutes les universités de France. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais il y a des initiatives qui visent un peu à répondre à tout ça. On a une question en ligne, je crois, que Livia Rapatel, qui organise cette conférence, va retransmettre. Alors, une question. Il y avait une question, mais effectivement, elle a été retirée. Donc, comme j'ai le micro, je vais poser une question. Effectivement, comme tu le faisais remarquer, on a beaucoup parlé des étudiants en santé, et c'est une question surtout pour Laura. Est-ce que du coup, ce qu'on constate au niveau des étudiants en santé, on le constate aussi au niveau des étudiants dans les autres, dans les autres disciplines, en fait? Est-ce que dans dans les consultations que vous menez, est-ce qu'on a le même nombre? Est-ce que vous sentez que c'est moindre, plus, voilà? Toutes finalement les thématiques qu'on a pu faire remonter avec mes collègues, c'est tous mes collègues du service, donc c'est ceux aussi qui travaillent sur le campus de la Doua, donc avec des étudiants spécifiques. Sur le campus du Lyon Sud, c'est les étudiants en santé aussi. Moi, par exemple, la question de la précarité, je pense que sur Lyon Sud, elle est un peu moins importante qu'elle peut l'être sur le campus de la Doua, sur la précarité, parce qu'on a beaucoup plus d'étudiants internationaux qui viennent nous voir, en tout cas, sur le campus de la Doua, parce que c'est ça aussi, c'est ceux qui viennent nous voir. Donc on est biaisé, c'est pas. Donc il y a beaucoup plus de problématiques sociales au niveau des étudiants internationaux, par exemple. Par contre, par exemple, les problématiques de violence intrafamiliale ou de harcèlement scolaire, je pense que c'est généralisé à toute la population étudiante. Voilà, ça c'est quelque chose qui est généralisé. Le stress, en tout cas l'anxiété de performance, je pense qu'elle est beaucoup plus présente au sein des études de santé. Et puis ce qu'on disait aussi, je trouve que ce qui est pour le coup peu pris en compte, c'est cette question du rapport aux patients, du rapport à l'hôpital, du rapport au stage, de se préparer à tout ça. Global, moi qui suis infirmière, je trouve que les étudiants en médecine et les étudiants en pharmacie, par exemple, sont très mal préparés à la relation soignant-soigné par rapport aux autres peut-être professions de santé paramédicales, par exemple.
il y a quelque chose aussi à faire de ce côté-là, par exemple. J'ai juste dit un dernier mot, juste pour dire que dans l'étude qu'on avait faite, Sienacor 3, alors on était intra-santé, mais les étudiants qui ressortaient comme étant le plus en difficulté, c'était les étudiants en médecine et c'était les étudiants en soins infirmiers, dont on n'a pas vraiment parlé. Il y a peu d'études de comparatifs, mais souvenirs d'études qui montraient qu'en première année, parce que c'est pas aussi où est-ce qu'on se pose, il y avait aussi beaucoup de mal-être, par exemple, chez les étudiants qui étaient des étudiants, en droit. Voilà. Donc, pour tout un tas de raisons aussi, qui seraient trop longues. Je voudrais juste quand même dire et finir là-dessus, et merci de me le permettre, faut pas oublier effectivement que tous les étudiants ne sont pas en difficulté. Parce qu'effectivement, dans la proposition, dans l'acculturation qu'on a et dans l'évolution effectivement du logiciel de proposition, il faut tenir compte aussi des étudiants qui vont bien, parce que c'est vraiment important de faire en sorte que tout ça se fasse effectivement de manière. C'est pas de dire il y en a d'un côté ceux pour lesquels qui vont pas bien du tout. Alors après, effectivement, quand on a une maladie psychiatrique, entendu, mais je veux dire, il y a des choses très spécifiques. Mais je veux dire que tous les étudiants ne vont pas mal en faisant des études supérieures. Et par contre, ne pas oublier aussi les difficultés des enseignants et des encadrants. Il y a des études là-dessus qui montrent effectivement, et je vous disais tout à l'heure, et je voulais redire que les difficultés, le mal-être effectivement des encadrants, des soignants, des enseignants qui ne sont pas en médecine ou en santé de manière générale, ça impacte aussi effectivement comment peut vivre ces études un étudiant. Et puis sur le plan humain, ce sont des gens personnes qui ne vont pas bien, et il ne faut pas les oublier non plus, quoi. Voilà. Après la santé mentale des jeunes, on va faire la santé mentale des vieux. Ce sera pour le prochain, ou des profs. Et Livia, on te passe la parole. Et je crois que le micro de Livia est pas... Oui, donc je voulais juste vous remercier tous les quatre pour vos interventions. Donc Laura, Madame Marat, Docteur Marat, Sophie également, et puis Nicolas qui fidèlement depuis plusieurs années assure la modération de ces débats des campus. Et rappeler aussi, parce que effectivement, donc cette conférence débat a été diffusée en direct, et je remercie les équipes d'ICAP qui sont là et qui ont assuré la rediffusion. Vous dire aussi que ce sera, pour ceux qui n'auront pas pu suivre en direct, ce sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'université. Donc voilà, donc faites-le savoir. S'il y en a qui sont intéressés par le sujet, ils pourront retrouver la conférence débat en ligne dans quelques jours, assez rapidement. Merci à vous tous.